Alors, bonjour à tous mes élèves de quatrième. Je vais essayer de vous expliquer en quelques minutes ce chapitre 3 qui s'intitule « La Terre est un puzzle de plaques ». On dit puzzle ou puzzle. Alors, dans ce chapitre, il y a deux parties. Dans la première partie, on va essayer de donner une définition au mot plaque et on va délimiter ces plaques en surface. Et dans la deuxième partie, on va essayer de délimiter ces plaques en profondeur. Alors, on va commencer par une animation, celle-ci. Là, je vous ai donné le lien. On voit un planisphère. Sur ce planisphère, si on clique ici, on voit la répartition mondiale des séismes, ce que l'on avait déjà étudié dans le chapitre 1. Si je clique ici, eh bien, s'ajoute la répartition mondiale des volcans. On voit que la répartition mondiale des séismes est très similaire à la répartition mondiale des volcans. Alors, on se pose la question, pourquoi la répartition des séismes et celle des volcans, pourquoi sont-elles autant similaires? Alors, les scientifiques ont travaillé dans ce sens-là. En regardant ce planisphère, ils ont observé dans un premier temps de vastes zones stables, comme celle-ci. C'est quoi une vaste zone stable? C'est une zone à l'intérieur de laquelle il n'y a quasiment pas d'activité sismique et volcanique. Et si on regarde bien, ces vastes zones stables sont délimitées par d'étroites zones très actives. Elles sont actives d'un point de vue sismique et volcanique. Alors il a fallu donner des noms. Eh bien, on a parlé de plaques. C'est quoi une plaque? Eh bien, une plaque, c'est une vaste zone stable d'un point de vue sismique et volcanique qui est délimitée par une étroite zone active d'un point de vue sismique et volcanique. Si on regarde ce planisphère, on remarque qu'il existe une quinzaine de plaques. Il y a de très grandes plaques comme la plaque nord-américaine, la plaque sud-américaine, la plaque africaine, la plaque eurasiatique, la plaque indo-australienne et la plaque antarctique. J'ai dû oublier la plaque pacifique aussi. Voilà. Il faut connaître les principales grandes plaques. Voilà, on vient de donner une définition au mot plaque, on vient de délimiter en surface les plaques. Maintenant, le travail est de délimiter ces plaques en profondeur. Alors, comment faire? La stratégie la plus simple, ça serait de creuser et d'aller voir. Or, ce n'est pas possible. Vous vous souvenez, il existe un gradient géothermique, c'est-à-dire plus on se rapproche du centre de la Terre, plus la pression et la température augmentent. Donc, à partir d'une trentaine de kilomètres, eh bien, les conditions sont impossibles, on ne peut plus creuser. Le trou le plus profond creusé par l'homme, il est d'environ 13 kilomètres. C'était les Russes qui avaient fait ce trou-là. Ça leur avait coûté très très cher, ça avait été très très compliqué. Donc on ne peut pas aller plus loin. Je vous rappelle que le rayon de la Terre, c'est 6400 km de profondeur. Alors, malgré tout, nous avons déjà étudié dans un chapitre précédent quelque chose qui peut traverser la Terre. Ce quelque chose, ce sont les ondes sismiques. Effectivement, les ondes sismiques peuvent faire ce que nous ne pouvons pas faire, elles peuvent traverser la planète. Alors les scientifiques ont étudié le comportement des ondes sismiques lorsqu'elles traversent différents matériaux. J'ai résumé leur recherche par ce petit document. Ici, on a un graphique. Ici, ça c'est le temps qui passe en abscisse et en ordonnée, c'est la vitesse des ondes sismiques. Ici, j'ai mis un petit cube R. Eh bien, en laboratoire, les scientifiques ont étudié le comportement des ondes sismiques lorsqu'elles traversent une roche rigide. Eh bien, voici le résultat. Lorsque les ondes sismiques traversent une roche rigide, regardez, on remarque que la vitesse de propagation des ondes sismiques augmente régulièrement et on obtient une droite. Voilà. En laboratoire, toujours, les scientifiques ont fait une deuxième expérience. Ils ont cette fois-ci superposé deux roches rigides de nature différente. Par exemple, un calcaire et un granit, mais des roches rigides. Et ils ont étudié le comportement des ondes sismiques lorsqu'elles traversent ces deux roches rigides. Eh bien, regardez ce que l'on obtient. La vitesse de propagation des ondes sismiques augmente régulièrement dans un premier temps, c'est tout à fait normal. C'est le moment où les ondes sismiques traversent la première roche rigide. Et regardez ce qui se passe au moment où les ondes sismiques arrivent à la deuxième roche rigide. Eh bien, on observe une forte accélération de la vitesse de propagation des ondes sismiques. Puis ensuite, la vitesse des ondes sismiques augmente régulièrement. Ça revient au cas A, c'est-à-dire que les ondes sismiques traversent la roche rigide que j'ai représentée ici en vert. Donc, qu'est-ce qu'on retient de cette expérience B? Eh bien, lorsque les ondes sismiques rencontrent une deuxième roche rigide, eh bien, la vitesse de propagation des ondes sismiques augmente brutalement. Troisième cas de figure, cette fois-ci, les scientifiques ont imaginé cette situation. Les ondes sismiques traversent d'abord une roche rigide et ensuite une roche molle, M pour molle. Eh bien, ils ont étudié le comportement
des ondes sismiques lorsqu'elles traversent ces différents matériaux, et voici ce que l'on a obtenu. Eh bien, dans un premier temps, la vitesse des ondes sismiques augmente régulièrement, hein, ça correspond au cas A, c'est-à-dire que les ondes sismiques traversent cette roche rigide. Et regardez, lorsque les ondes sismiques arrivent au niveau de la roche qui est molle, eh bien, on observe que la vitesse de propagation des ondes sismiques diminue. Voilà, ce travail a été fait en laboratoire. Ensuite, à partir de ces données, de ces connaissances, les scientifiques ont réalisé une expérience à l'échelle de la planète. Ils ont créé un séisme artificiel. Alors comment créer un séisme artificiel? Eh bien, dans un désert, on fait un trou assez profond, on y met des bâtons de dynamite et on fait tout exploser. On avertit tous les sismographes qui sont dans la région et les sismographes vont pouvoir enregistrer la vitesse de propagation des ondes sismiques lorsque celles-ci traversent la planète. Alors, regardez ce que l'on a obtenu. Voici ce que l'on a obtenu. Alors ça, c'est le travail fait en laboratoire. Ça, ce sont les résultats obtenus lorsqu'on a créé un séisme artificiel. En abscisse, sur ce graphique, on a la profondeur qui est en kilomètres. Là, c'est 30 km de profondeur sous nos pieds, 100 km de profondeur, 150 km de profondeur. En ordonnée, on a la vitesse de propagation des ondes sismiques. Elles vont très très vite, hein, l'unité c'est en km par seconde. Et bien voici le résultat obtenu, c'est-à-dire on a créé un séisme artificiel et les sismographes ont enregistré la vitesse de propagation des ondes sismiques en fonction de la profondeur. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que de 0 à 30 km de profondeur, la vitesse des ondes sismiques augmente régulièrement. Alors ça correspond à quel cas de figure? Ça correspond au cas A. Ça veut dire que l'on peut dire que les ondes sismiques de 0 à 30 km de profondeur, eh bien, elles ont traversé un matériau rigide, c'est-à-dire une roche. Même si on ne l'a jamais vu, eh bien, on sait maintenant que sous nos pieds, de 0 à 30 km, il y a une roche qui est rigide. Ensuite, à 30 km de profondeur, regardez, on observe une forte accélération des ondes sismiques. Ça correspond à quel cas de figure? Ça correspond au cas B. On sait très bien que lorsque les ondes sismiques rencontrent une deuxième roche rigide de nature différente, eh bien la vitesse de propagation des ondes sismiques augmente brutalement. Donc sans le voir, on sait maintenant qu'à 30 km de profondeur, eh bien, il y a une autre roche rigide de nature différente à celle que l'on peut observer de 0 à 30 km de profondeur. Ensuite, de 30 à 100 km de profondeur, eh bien, on observe que la vitesse de propagation des ondes sismiques augmente régulièrement. Eh bien, on se réfère donc ici au cas A. Ça veut dire que c'est toujours la même roche rigide de 30 à 100 km de profondeur. Et là, c'est la surprise. La surprise qui aura beaucoup de conséquences. Regardez bien. Entre 100 et 150 km de profondeur, on observe que la vitesse de propagation des ondes sismiques baisse, elle diminue. Ça correspond au cas de figure C, c'est-à-dire qu'on peut supposer que les ondes sismiques rencontrent vers 100 km de profondeur et jusqu'à 150 km de profondeur une roche qui n'est pas rigide, une roche qui est molle. Voilà. Alors bien sûr, on pourrait continuer jusqu'au centre de la Terre, c'est-à-dire jusqu'à 6400 km de profondeur, mais dans le programme de quatrième, on nous demande de nous arrêter à 150 km de profondeur. Alors, eh bien, on va restituer toutes ces connaissances. On peut donc faire ce profil-là. On sait que de 0 à 30 km de profondeur, on a un premier matériau rigide, c'est celui-ci. De 30 à 100 km de profondeur, on a un deuxième matériau rigide, c'est celui-ci. Et de 100 à 150 km de profondeur, on a un matériau qui est mou, c'est celui-ci. Voilà, et bien les scientifiques, lorsqu'ils découvrent quelque chose, ils doivent les nommer. Eh bien, non, ça c'est pas le bon document, c'est pas celui-ci non plus, il m'en manque un, tant pis, c'est pas grave. Eh bien, le premier matériau, qui est ici en surface, de la couleur verte, eh bien, on appelle cela la croûte. Comme la croûte d'un gâteau, c'est ce qui est en surface. Si on se situe au niveau d'un continent, on parlera de croûte continentale. Cette croûte continentale, puisqu'elle est sous nos pieds, on peut l'identifier, elle est composée d'une roche, et cette roche est du granit. C'est une roche très dure, très lourde. Si on se situe au niveau d'un océan, eh bien cette roche, c'est du basalte, une roche volcanique, une roche beaucoup plus légère. Sous la croûte, eh bien, on a un deuxième matériau rigide, c'est le manteau supérieur, qui lui aussi est rigide. Et, alors, il y a un mot que vous allez retrouver dans le cours, c'est le mot lithosphère. C'est quoi la lithosphère? Eh bien, lithos, ça veut dire dur. Sphère, ça veut dire la sphère. Lithosphère, ça veut dire la sphère qui est dure.
Eh bien, la lithosphère, c'est l'ensemble de la croûte terrestre et du manteau supérieur. C'est une couche qui est rigide. Sous cette lithosphère, on a une couche qui est molle. Eh bien, cette couche qui est molle, on va la baptiser et l'appeler l'asténosphère. Asténo, ça veut dire mou. Donc, asténosphère, c'est la couche qui est molle. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que sous nos pieds, eh bien, nous avons deux couches. Une couche rigide, que l'on appelle la lithosphère, qui est composée par la croûte terrestre et par le manteau supérieur. Puis dessous, il y a une couche qui est molle et qui est appelée l'asténosphère. La découverte de l'asténosphère va apporter beaucoup d'informations sur la structure interne de notre planète. Car à partir du moment où on a découvert l'existence de cette asténosphère, de cette couche qui est molle, eh bien, on s'est rendu compte que les plaques rigides reposent sur une plaque qui est molle. Et si cette plaque est molle, elle est instable. Et à partir de là, on a émis certaines hypothèses sur la mobilité des plaques lithosphériques. Effectivement, les plaques lithosphériques étant supportées par une couche qui est molle, cela risque d'engendrer une mobilité des plaques lithosphériques. Et la mobilité de ces plaques lithosphériques risque d'engendrer, à la limite des plaques, une activité sismique et volcanique. C'est ce que l'on verra dans le chapitre suivant. Allez, bon